Salut les gens, vous regardez ou vous écoutez Jeu de rôle en mode facile. Les moments pédagogiques autour du jeu de rôle. Et aujourd'hui, ensemble, nous allons voir en 5 points comment jouer à se faire peur. Petit disclaimer avant que je ne commence, le jeu de rôle d'horreur n'est pas véritablement ma spécialité. Moi, ce que j'aime, c'est faire incarner des héros plus grands que nature. C'est le pulp, c'est le space opéra, c'est le genre super-héroïque. Néanmoins, j'ai essayé de réfléchir un peu au sujet. J'ai aussi essayé de me renseigner sur d'autres chaînes ou autres pour vous proposer ces 5 petites astuces toutes simples pour vous aider à améliorer la gestion de la peur dans vos parties de jeux de rôle. N'hésitez pas, si le cœur vous en dit, à ajouter vos propres astuces et conseils dans l'espace commentaire, il est là pour ça. Première astuce, elle est vraiment toute simple, c'est pour moi vraiment la base de comment la peur peut fonctionner dans le partie de jeu de rôle, et il s'agit de sa propre volonté, il s'agit d'être consentant et de vouloir jouer à se faire peur. On ne ressentira jamais la véritable peur dans une partie de jeu de rôle, parce que le jeu de rôle est un loisir, le jeu de rôle est un jeu de société. On est avec des amis, ou en tout cas des gens qu'on apprécie, on passe un bon moment, et on n'aura jamais cette véritable sensation de peur que l'on peut avoir lorsqu'on est en banlieue parisienne, tard le soir, qu'on rencontre des néo-nazis, qu'on lutte pour sa survie. Bref, le but n'est pas d'instiller la vraie peur dans le cœur de vos joueurs et vos joueuses. Si vous faites ça, c'est que vous êtes allé trop loin. Néanmoins, la prémisse, on va dire la base, vraiment le commencement, c'est que tout le monde autour de la table se mette d'accord sur on va faire un jeu de rôle d'horreur et on veut avoir peur. C'est un peu, si vous voulez, comme dans un train fantôme. On sait que ce sont des gens déguisés. On sait que ce sont des décors. On sait que ce sont que tout est faux. Voilà. On sait, lorsqu'on regarde un film d'horreur, ou lorsqu'on est dans un train fantôme, une attraction de type train fantôme, on sait que tout est faux. Et on n'a pas véritablement peur. Néanmoins, on se met mentalement dans des dispositions pour justement se laisser ce petit frisson et cette spontanéité qui va faire qu'on va pouvoir être surpris, l'on va pouvoir avoir des frissons, on va pouvoir sursauter éventuellement. Voilà, ça c'est vraiment la base. La première astuce, c'est être ouvert à la notion de peur et avoir envie d'éprouver ce genre de sentiment. Bien évidemment, on va mettre en place des outils de sécurité émotionnelle ou ce genre de choses pour vérifier que ça se passe dans un contexte sain, mais voilà, ça c'est la base. Astuce numéro 1, avoir envie de se faire peur. Deuxième astuce, que je trouve également très importante, mais ça va être tout ce qui va être l'immersion. Ça va être la première astuce, mais en gros, la deuxième astuce, c'est que pour que cette notion de peur survienne dans la partie, pour qu'on ait des frissons, pour qu'on sursaute, pour qu'on soit mal à l'aise, il faut également que l'on soit immergé dans la partie, immergé dans l'histoire, immergé dans le personnage, et ça peut fonctionner avec plein d'astuces diverses et variées. Ça peut fonctionner avec la mise en scène, faire des descriptions lentes, posées. Ça peut passer par des accessoires comme des bougies, une lumière tamisée, de la musique, pourquoi pas des bruitages. Ça va être aussi quelque chose de très important pour aider à poser une ambiance. Parce que lorsque l'ambiance sera là, tout le reste va être facilité. Toutes les notions de peur, voire de terreur, d'horreur, tout le reste va être beaucoup plus facile à partir du moment où on aura réussi à poser une ambiance. J'en ai déjà parlé dans l'épisode sur l'immersion, mais poser une ambiance, ça peut aussi passer par éviter les blagues hors jeu, éviter les citations de Kaamelott, éviter de parler d'autre chose que de la partie. Quand on se parle, on parle avec les noms de son personnage, on parle à travers son personnage. On évite de demander du saucisson ou du clotard parce que ça peut casser un peu l'immersion, et surtout dans des parties où on veut vraiment se focaliser sur l'horreur, sur la peur, ça peut éventuellement briser cela de sortir du jeu. Troisième astuce, un truc qui marche super bien pour avoir un petit peu cette peur et ce malaise, c'est la peur toute simple et basique de perdre son personnage. Souvent, lorsqu'on va faire une partie d'horreur, les personnages vont être plus fragiles, vont être moins, ça ne sera pas des héros, ils seront moins capables, et surtout, ils vont être potentiellement très mortels. Pour moi, faire de l'horreur ou faire de la peur dans un scénario de jeu de rôle, que ce soit un one-shot ou une campagne, c'est aussi rappeler à vos joueurs, vos joueuses autodidactes, que leurs personnages peuvent très facilement mourir. Et forcément, la peur de perdre son personnage va jouer sur la peur toute simple, sur la peur normale, entre guillemets. Parce qu'on va savoir que notre personnage n'est pas un héros et qu'il peut facilement mourir. Ce qu'on peut faire également pour accentuer cette peur du personnage, c'est le rendre attachant. Avoir des personnages qui sont sympas, des personnages auxquels on s'attache. Ça marche encore mieux en campagne où on va avoir le temps de s'attacher à son personnage, mais avoir un personnage cool,
qu'on a pris du temps à créer, qu'on a pris du temps, on y a mis son amour, on y a mis ses tripes, on a écrit un background, on lui a fait des attaches, des liens, des entourages, eh bien, ça sera d'autant plus triste de le perdre, et cette peur de perdre son personnage va être encore accentuée. C'est pour ça, à part pour évidemment des parties d'initiation pour gagner du temps, je serais plutôt d'avis de déconseiller les pré-tirés pour faire de l'horreur, parce qu'un personnage pré-tiré, c'est pas le nôtre, c'est pas nous qui l'avons conçu, et instinctivement, la plupart des gens, moi le premier, hein, on va moins s'y attacher. Bref, ça c'était la troisième astuce, c'est jouer sur la peur que vont avoir automatiquement les joueurs et les joueuses de perdre leur personnage. Quatrième astuce, un truc qui marche aussi très fort pour justement permettre à la peur de s'immiscer dans le cœur des personnages, c'est l'absence de contrôle. Un personnage dans la fiction, lorsqu'il est en contrôle de son environnement, lorsqu'il maîtrise son environnement, lorsqu'il sait tout ce qui se passe, qu'il voit tout ce qui se passe, et qu'il maîtrise ce qui peut lui arriver, forcément, il ne va pas avoir peur, parce que justement, il y a cette histoire de contrôle. J'avais déjà fait un épisode sur l'agentivité, mais un des moyens aussi d'instiller la peur dans le cœur des personnages, c'est de diminuer leur agentivité. Soit en ne leur donnant pas les moyens de leur action. Lorsqu'un monstre va survenir, ils ne vont pas pouvoir le combattre. Parce qu'ils n'ont pas d'armes, ou pas de munitions, parce qu'ils ne sont pas assez forts, pas assez rapides, pas assez intelligents. Bref, cette absence de contrôle qui va aider à instiller cette peur peut jouer sur la capacité des personnages à agir. Ils auront moins de capacité à agir. L'autre manière de jouer sur cette absence de contrôle, c'est de ne pas donner les informations nécessaires à la prise de décision des joueurs et des joueuses autour de la table. Un monstre connu, c'est Toulouse, c'est Nyarlathotep, c'est un profond. Le joueur et la joueuse autour de la table qui connaît le mythe, qui connaît comment fonctionne, qui parfois a lu dans le bouquin le bestiaire, le machin, les caractéristiques, va avoir plusieurs informations pour l'aider à la prise de décision. Il va savoir à quel point il est dangereux, comment il peut faire mal, et il va forcément se faire une image mentale assez précise de la créature, et il va avoir plusieurs informations qui vont l'aider à faire la prise de décision. Eh bien, si vous faites une description plus floue, si vous ne donnez pas toutes les informations, si vous jouez sur le doute du personnage, c'est une silhouette, mais t'es pas sûr de l'avoir vue. T'entends un bruit. Enfin, tu crois avoir entendu un bruit. Ce sera, dans ce cas-là, beaucoup plus difficile pour le joueur ou la joueuse autour de la table de prendre des décisions. Et, du coup, ça va lui donner moins de contrôle sur son environnement. Et, du coup, ça va faciliter tout ce qui va être sentiment de peur, de panique, de stress aussi. Parce que le stress, ça marche aussi bien sur la peur. Ce que l'on peut faire également, en plus des descriptions floues, en plus de tout ça, c'est aussi jouer sur le sentiment d'urgence. Jouer sur le sentiment de panique, de stress, et tout d'un coup, augmenter le débit de ces descriptions. On avait des descriptions très lentes, très posées, pour poser justement une ambiance. Et lorsque des créatures arrivent, des zombies, des monstres, autre chose, bref, lorsque on a envie d'instiller un peu plus de peur dans le cœur des personnages, on va augmenter notre débit de parole. On va également ne pas laisser le temps à agir. Si on voit que les joueurs, les joueuses autour de la table réfléchissent, font des plans, des machins, si on veut une partie basée plus sur l'horreur, sur la peur, sur la terreur, on va les pousser un peu, on va mettre un peu la pression. On va leur dire, vous avez, allez, 10 secondes pour agir. T'as pas agi, trop tard, tu t'es fait attraper par la bestiole. Trop tard, le truc il est parti, trop tard, la silhouette elle a disparu. Bref, en jouant sur ces différents leviers, information floue, description floue, manque d'informations, capacité des personnages revus à la baisse, etc., etc. Bref, je ne vais pas développer plus que ça, mais en gros, il faut avoir à l'idée que pour une partie d'horreur, pour jouer sur la peur, l'absence de contrôle et de puissance des personnages est assez important. Et ça peut jouer par tout un tas d'informations diverses et variées. On peut également faire perdre le contrôle des personnages, parce que folie, parce que possession. On peut accaparer ce personnage et pendant un temps plus ou moins limité pour éviter la frustration, prendre le contrôle. Bref, voilà, il y a tout un tas de manières d'instiller la peur en se basant sur cette perte de contrôle des personnages. Autre petite chose assez intéressante à faire et qui marche aussi très bien dans cette histoire d'absence de contrôle et de notion de non-maîtrise de l'environnement, c'est de jouer sur le contraste. Lorsque l'on veut faire de la peur, de l'horreur, lorsqu'on veut faire une partie de jeu de rôle, il ne faut pas être tout le temps dans la surenchère, il ne faut pas tout le temps montrer, mais l'idée c'est de jouer sur ce contraste. Lorsqu'on va faire une partie d'horreur, il va y avoir des moments horrifiques, il va y avoir des moments où ça va trasher, on peut faire des trashers, des machins, des trucs où il va y avoir du gore, du machin, mais il va aussi y avoir des moments plus calmes,
des moments où il ne va rien se passer, des moments où le joueur ou la joueuse autour de la table va croire tiens, il se passe un truc, oh mon Dieu, et en fait, rien. Et ce contraste-là est aussi également très important. Ça permet de distraire les joueurs et les joueuses autour de la table, ça permet aussi de leur faire perdre leurs habitudes et ça participe à cette notion d'absence de contrôle. C'est très important de jouer sur ce contraste, de parfois qu'il n'y ait rien. C'est aussi assez important, Horrific en parle dans ses conseils de meneur, mais d'avoir une montée crescendo de cette horreur. Il ne faut pas commencer tout de suite avec des trucs horribles. On commence par des choses qui peuvent s'expliquer rationnellement, puis de moins en moins explicables rationnellement, et puis de plus en plus horrifiques. Bref, il y a pas mal de choses comme ça qui permettent, par contraste, d'accentuer encore cette absence de contrôle, cette perte de contrôle des personnages et qui vont pouvoir améliorer ce côté de peur. Cinquième et dernière astuce, même si l'on peut faire de l'horreur, on peut faire des parties d'horreur, on peut faire des parties où on joue sur la peur, avec n'importe quel jeu, même Tale of Cetistria, le jeu de rôle officiel du Petit Poney qui se base sur l'amour et l'amitié, je suis sûr qu'avec un peu d'effort côté meneur, on peut transformer ça en quelque chose de véritablement effroyable. Néanmoins, certains jeux sont calibrés, sont étuyés, sont game designés spécifiquement pour faire du jeu de rôle d'horreur. Et ma cinquième et dernière astuce, c'est donc celle-là, c'est de choisir le jeu idéal pour faire une partie d'horreur, pour jouer à se faire peur. J'ai déjà parlé d'Horrific lors de son financement il y a quelques temps. J'ai déjà parlé de Sombre, qui pour moi reste à ce jour la meilleure proposition pour faire vraiment de l'horreur comme au cinéma. Donc c'est vraiment top, il y a vraiment plein d'outils qui reposent sur les conseils que je vous ai donnés. Hein. Ça va être des outils pour rendre le personnage plus fragile, pour faire une perte de contrôle, ça va être des scénarios très bien écrits pour poser une ambiance, et qui vont jouer aussi sur cette absence de contrôle. Bref, on retrouve toujours un petit peu les mêmes recettes. Néanmoins, ces jeux-là vont vous donner des outils pour mettre en place ces recettes de manière plus facile, plus rapide. Et si je peux vous conseiller un autre jeu aussi, c'est Dread, qui est un jeu de rôle d'horreur qui se joue avec une tour de Jenga. Vous savez, c'est cette tour en bois avec des éléments qu'il faut retirer. Et l'idée, c'est que chaque fois qu'on fait une action importante qui risque d'échouer, on va retirer une brique dans cette tour de Jenga. Et lorsqu'elle va s'effondrer, parce qu'elle va s'effondrer, c'est obligé, quel que soit votre niveau de dextérité dans la vraie vie, il y a un moment où c'est plus possible que ça tienne, et bien votre personnage va mourir. En tout cas, il va lui arriver quelque chose de très affreux, c'est plus ou moins la fin de l'histoire pour lui. Ce qui veut dire que, techniquement, les joueurs et les joueuses autour de la table vont avoir ce stress à chaque fois qu'ils vont retirer la brique de est-ce que c'est la fin ou pas. Et plus la partie va avancer, et plus ça va être compliqué de réussir à faire des choses. Et c'est un peu le même principe dans les jauges de son, mais voilà, l'idée c'est de revenir à cette idée d'absence de contrôle dont je parlais précédemment, pour, au fur et à mesure du temps, que les personnages se sentent de moins en moins en contrôle et ça va participer à ce sentiment de peur. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ce petit moment pédagogique et ces quelques astuces toutes simples vous aideront à instiller la peur dans le cœur des personnages. N'hésitez pas à aimer, à partager si vous avez aimé ce moment pédagogique. Et encore une fois, je vous invite dans l'espace commentaire à nous faire part de vos astuces et vos conseils pour instiller la peur dans le cœur des personnages et faire des parties de jeux de rôle d'horreur. Merci à vous de m'avoir écouté jusque-là. Et je vous dis à plus les gens!